Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de ce jeudi 1er février 2018. Sachez d'abord, même si nous ne sommes pas dimanche, que nous recevons ce soir un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Abakar Jean. C'est un jeune Nigérien. Il est responsable de la promotion et de l'information sur les études au niveau de la faculté des sciences de l'administration de l'université canadienne qui est basée à Québec, l'université Laval. Monsieur Abakar, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler donc de votre université qui a actuellement un projet de recrutement d'étudiants ouest-africains et vous êtes ici au Niger. Dans le cadre de ce projet, nous allons revenir à vous dans quelques instants. Merci beaucoup. Débutons par la politique avec la tournée en profondeur à l'intérieur du pays des députés membres des différents groupes parlementaires de l'opposition politique au niveau de l'Assemblée nationale. Une tournée de sensibilisation sur les mesures antisociales contenues dans la loi des finances pour l'année budgétaire 2018. La mission avec à sa tête le député de Lumana Africa, Soumana Sanda, était au niveau de la localité de Ilela dans la région de Tawa. Suivons le résumé de cette étape avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. L'intercession parlementaire, une période de villégiature pour certains élus nationaux, a servi de temps plein à ceux du groupe parlementaire Zamzam Lumana Hankouri pour sillonner l'intérieur du pays à la rencontre de la population afin de l'édifier sur les tenants et aboutissants de la loi des finances 2018 votée par leurs collègues de la majorité parlementaire. À cet effet, la délégation composée de 6 députés de l'opposition parlementaire, avec à sa tête l'honorable Soumana Sanda, a choisi Ilela comme première étape de cette tournée. Un choix qui n'est pas fortuit et ayant permis à la délégation de jauger leur poids politique dans cette partie du Niger que d'aucuns jugent à tort ou à raison non acquis à la cause de l'opposition politique. Après avoir entretenu les militantes et militants de la cité de Oumani sur l'objet de leur visite, la délégation a pris congé de ces derniers pour se rendre dans la capitale de l'Ader, Tawa, où une foule qui se passe de tout commentaire attendait impatiemment les élus nationaux. Une rencontre avec les militants de la base est riche en adresses qui, pour demander à l'assistance de suivre avec une oreille attentive les messages des honorables hôtes qui, pour éclairer ces hommes et femmes des conséquences de la loi des finances 2018 sur la vie des concitoyens. En marge de ce meeting, le chef de la délégation nous donne plus de détails sur l'objectif assigné à cette mission. Notre travail de veille ne se fera plus seulement à partir de Niamey ou seulement à Niamey. C'est dans toutes les régions de notre pays que nos concitoyens ont pris conscience des menaces qui pèsent sur notre pays à travers cette gouvernance catastrophique de la Renaissance et que c'est tous nos concitoyens aujourd'hui qui sont déterminés et engagés à lutter pour que la démocratie et l'état de droit puissent être des réalités tangibles dans notre pays. Un message que cette frange de la population de l'Ader semble bien assimiler. Ainsi, l'honorable Soumana Sanda nous dit ce qu'ils attendent des militantes et militants de l'opposition et au-delà de toute la population du Niger. Qu'ils comprennent que ce que nous disons n'a pas un caractère politicien, c'est la réalité. Que les gouvernants actuels ne se soucient pas du tout des préoccupations essentielles des populations. Que ces gouvernants sont certes arrivés au pouvoir à travers un mécanisme démocratique, mais qu'ils veulent diriger ces pays-là par la force. Toute chose qu'aucun Nigérien ne peut accepter. Donc je crois que aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher des convaincus. Il s'agit tout simplement que ces convaincus puissent avoir les moyens de relayer les messages au niveau des villages et hameaux les plus reculés afin qu'ensemble nous puissions mener la lutte pour le bien commun que nous avons pour le Niger. Une initiative du groupe parlementaire de l'opposition combien salutaire qui rapproche davantage les élus nationaux de leurs électeurs.
Cette mission a été mise à profit à Tawa pour les honorables députés pour présenter leurs condoléances à la famille d'une grande militante du MODEM F.A. Lumana, rappelée à Dieu il y a quelques semaines. Contribution active des jeunes au développement local. C'est autour de ce thème que le Conseil communal de la jeunesse de Kolo, le département de Kolo, donc dans la région de Tillabéri, a organisé hier après-midi une conférence publique, conférence animée par le docteur Halidou Yakouba de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, et elle s'est tenue dans l'enceinte du collège d'enseignement secondaire de la ville de Kolo en présence de nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Faire de lance d'une nation, la jeunesse demeure incontestablement l'avenir de demain. Ainsi, pour garantir le développement du pays, elle doit incarner un certain nombre de valeurs. C'est de cette optique que le Conseil communal de la jeunesse de Kolo a initié cette conférence publique en vue d'inculquer davantage des valeurs à ces jeunes dans le but de faire des citoyens modèles. Chaque philosophie est fille de son temps. Aujourd'hui, nous faisons face à vraiment une nécessité d'éveiller la conscience citoyenne au niveau de la jeunesse nationale et plus particulièrement au niveau de notre jeunesse, la jeunesse de Kolo. Cette conférence a été accueillie favorablement parce que si nous voyons à travers les jeunes qui sont sortis massivement écouter cette conférence, on voit combien ils ont placé un intérêt sur ce thème. Aujourd'hui, quand on prend au plan national et international même, nous faisons face vraiment à une crise des valeurs. Le conférencier s'en réjouit de l'engouement et de l'intérêt porté à sa communication. La jeunesse doit accompagner justement les autorités communales par rapport à la gestion dans le but justement du développement, pour me répéter, du développement en fait d'une commune. Une commune ne peut se développer s'il n'y a pas la participation active de tous ses membres. Et nous savons tous que la jeunesse, c'est le fer de lance donc de la société. Et pour que la jeunesse participe activement au domaine, au secteur en fait de développement communal, il faut que cette jeunesse soit d'abord éduquée aux valeurs de la République. Les participants ont tenu à adresser leurs vifs remerciements aux conférenciers et aux initiateurs qui leur ont permis d'emmagasiner beaucoup de notions. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une première ici au CES dont j'ai assez. Nous sommes tous fiers de ça. Et j'espère que ça va se répéter plusieurs fois. J'espère que ça ne va pas s'arrêter ici, que ça continue dans toutes les localités. Vraiment, c'est une bonne initiative. Je les encourage vraiment. La conférence m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai compris que le développement d'une nation ne se limite pas à une seule personne. C'est-à-dire pour un développement durable, ça il faut l'implication de toute la population, de toutes les couches sociales, sans distinction. Et sincèrement, je prie le bon Dieu de leur donner le courage, de leur donner vraiment la motivation, la force, vraiment de continuer dans ce sens. Ce genre de conférence publique va se tenir dans toutes les communes du département de Kolo pour inciter ces jeunes à être des acteurs actifs au développement de la communauté. Cette action citoyenne est l'initiative du Conseil départemental de la jeunesse de Kolo. Restons à Kolo pour parler cette fois-ci du système éducatif qui ne va pas bien là-bas, comme d'ailleurs un peu partout sur le territoire nigérien. En effet, les élèves, pour plusieurs revendications, ont décidé de boycotter les activités académiques, notamment les compositions du premier semestre qui devaient débuter ce matin. Pour la raison évoquée, la situation lamentable dans laquelle se trouve notamment le collège d'enseignement secondaire de la ville de Kolo. Reportage signé Chebou Guisso et Ismaël Momoudi. Hangara, complètement vide en dehors du tableau, rien ne laisserait à croire que vous êtes dans une salle de classe. Figurez-vous que cette école n'est pas au fin fond du Niger, mais plutôt à 30 km de Niamey, la capitale, précisément au CS Kolo. Les élèves de la 6e à la 4e étudient à même le sol, selon les élèves. À cela s'ajoutent d'innombrables problèmes, raison pour laquelle le bureau des élèves a suspendu les activités académiques jusqu'à nouvel ordre, en commençant par les évaluations qui doivent débuter ce jeudi. On ne peut pas faire des compositions dans ces situations que nous vivons. Les élèves de classe de 6e et 5e jusqu'à 4e sont dans une classe en paillotte.
Et il n'y a même pas de table-banc. Toutes les différentes classes n'ont pas d'électricité, même pas d'ardoisine. Les robinets sont gâtés. Vraiment, nous vivons à l'enfer. Les élèves s'indignent contre l'instruction des autorités par rapport à la situation lamentable dans laquelle végète l'école nigérienne en général et le CES de Kolo en particulier. Si l'État est là, pourquoi ne pas penser à nous? Ils ont dit que l'éducation, c'est ça le développement. C'est ça l'éducation. Jusqu'à satisfaction, on ne va pas faire les compositions et on ne va pas continuer à faire cours. Nous savons ce que nous voulons et ce que nous voulons être. Ces images dégradantes témoignent de la démission totale des responsables en charge de cette question qui pourtant ont été mis dans les meilleures conditions d'études par l'État quand ils étaient encore sur les bancs. Voilà ce qui nous amène donc à notre invité. Comme je l'annonçais, aujourd'hui il s'agit de M. Abakar Jean. C'est un jeune Nigérien qui se trouve au niveau de l'université Laval au Québec. Donc c'est au Canada. Il est avec nous sur ce plateau ce soir pour parler justement de cette université qui a actuellement un projet de recrutement d'étudiants ouest-africains. Il est dans notre pays dans ce cadre. Monsieur Abakar, à nouveau bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, parlez-nous un peu de cette université, l'université Laval de Québec. L'université Laval, c'est une des plus vieilles universités francophones. Elle a été créée en 1663 à Québec et elle est la mère des universités du Québec. C'est une université qui a à peu près 50 000 étudiants, beaucoup de professeurs et beaucoup de programmes qui sont offerts à l'université Laval. Lesquels, par exemple, qu'est-ce qui peuvent intéresser, par exemple, les jeunes Nigériens? Surtout la faculté d'administration que je représente. Oui, bien sûr. Il y a le programme de bachelor en administration qui est de 90 crédits. Il y a les maîtrises et les MBA et les PhD. J'ai beaucoup d'appels d'étudiants nigériens pour des troisième cycles de doctorat parce que notre université fait partie des universités qui offrent l'exemption des frais de scolarité pour des étudiants au doctorat. Alors, comme je le disais, cette université a actuellement un projet de recrutement d'étudiants ouest-africains. Parlez-nous de ce projet, puisque c'est dans ce cadre que vous êtes ici actuellement. En quelque sorte, c'est un projet que j'ai personnellement initié parce que je cherche à lutter contre l'arnaque sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui sont escroquées pour des admissions dans des universités canadiennes et il y a des gens qui copient des images des universités et tout. Et moi, j'essaye de lutter contre ça pour dire aux gens que tout se fait en ligne. On ne paye pas de frais. Si vous avez des doutes, écrivez-nous, on va vous répondre. Essayez de vérifier vos sources avant de payer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire la tournée ouest-africaine pour sensibiliser les étudiants africains. Et j'ai commencé par le Niger. Charité bien ordonnée commence par toi-même. Non, j'ai commencé par mon pays. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes pour qu'ils croient? Parce que bien que vous êtes là, ça va toujours se faire par la voie du net. Par la voie du net, c'est de faire l'application en ligne. Et il y a des frais d'admission qui sont payés. Il n'y a personne qui accepte du cash ou du Western Union ou quoi que ce soit. Vous allez payer par une carte de crédit dans l'application en ligne et vous allez recevoir un reçu officiel de l'université Laval. Alors, en dehors de ça, quelles sont les autres conditions d'admission dans votre université? Les conditions d'admission, l'université est vraiment sélective. Pour pouvoir accéder au baccalauréat, disons, de premier cycle en administration des affaires, il faut avoir au moins 12 de moyenne cumulative en première, seconde, terminale. Ils analysent les notes de mathématiques. Donc, comme on est au Niger dans un système de 12 années de formation pour accéder à l'université et que le Québec, c'est 13 ans, les étudiants, quand ils arrivent, ils ont une année préparatoire en mathématiques et en probabilité. Mais il y en a qui arrivent et ça se passe très bien. Ok. Alors maintenant, depuis que vous êtes là au Niger, j'imagine que vous êtes en contact, on va dire, avec les potentiels étudiants au niveau des établissements. Vous avez déjà visité quelques-uns? Oui, on a visité 3 établissements et je vais donner une conférence tantôt à l'IAT. On a visité Tayamana, Ovive et SCS Algoza. Et demain, les visites continuent. On a sélectionné les établissements dans lesquels on se présente. Mais cela n'empêche, je suis basé à l'IAT. Les gens qui veulent plus d'informations peuvent se référer à l'IAT. Pour combien de temps? Je suis là jusqu'au 3. Je quitte. Après demain alors? Oui. Donc, le 5, j'ai un rendez-vous à Ouaga. Après, je continue sur Bamako, Abidjan, Accra, et ainsi de suite. Donc, on est là pour donner l'information à ceux qui veulent venir étudier chez nous. Ok. Et quel est le site, le lien par lequel les inscriptions peuvent se faire?
L'inscription à l'Université Laval, ça se fait sur le site www.ulaval.ca. Peut-être vous allez aller un peu plus lentement pour que les gens puissent noter, puisque c'est quand même important. Oui, c'est www.ulaval.ca, onglet futur étudiant et suivre les instructions. En même temps, on accompagne les gens sur Facebook, FSA Afrique Europe sur Facebook ou sur mon profil Abakar Jean. Les gens me retrouvent et je donne toutes les instructions. On est sur WhatsApp, on est sur Facebook pour pouvoir répondre aux gens. Alors, malgré que ce soit sur le net, comme je le disais, il y a certains qui voudront être en contact direct avec des personnes de cette université. Et j'imagine que, puisque vous quittez déjà le toit, j'imagine que vous avez quand même un point focal ici que toute personne désireuse peut contacter. Mais c'est ça. Donc le point focal, ça va être M. Ousseini Magaji, le directeur des études et de partenariat de l'IAT. L'Institut africain de technologie. Institut africain de technologie. C'est un institut qu'on a sélectionné suite à la qualité de l'éducation. On essaye de développer des partenariats pour accompagner les étudiants. Donc, Ousseini Magaji est là pour les accompagner. Pour toute question concernant l'Université Laval, les gens peuvent m'envoyer des emails et je vais les accompagner. Nous sommes là pour accompagner les gens dans tout le processus d'admission et une fois là-bas, on les accompagne dans l'accueil, l'intégration et à la réussite de leurs études. Alors, dernière question, j'allais le mettre. La question de l'après-étude au niveau de l'université, est-ce que les étudiants qui passent par cette université, au-delà bien sûr du diplôme, ont quand même un certain nombre de garanties sur le marché? En général, ceux qui font leur formation à l'Université Laval, qui finissent par avoir les diplômes, ils sont placés à l'international. Et dans cette mission, je vais rencontrer tous les anciens étudiants qui sont dans des organismes internationaux, comme ici à l'UNOPS ou à l'UNDP ou au FUNIAP, aux Nations Unies. Je vais essayer de rencontrer tous ces anciens diplômés pour garder le lien. On garde toujours le lien avec nos diplômés pour la suite des choses. Voilà, merci donc Abakar Jean. Je rappelle que vous êtes le responsable de la promotion et de l'information des études au niveau de la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval de Québec. Merci d'être venu et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons, si vous le voulez bien, donc cette édition avec le vernissage. Ce matin, nous sommes toujours dans le cadre de l'étude et de la littérature, avec le vernissage donc ce matin à l'Institut de recherche en sciences humaines d'un nouveau livre dénommé L'expérience démocratique à la nigérienne, ma part de vérité. C'est un livre qui est donc édité par le professeur Mekorema Zakari, une façon pour lui d'apporter sa contribution à l'évolution démocratique de notre pays. Le résumé de cette cérémonie de présentation du livre du professeur Mekorema avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Hassan. L'expérience démocratique à la nigérienne 1999-2016, ma part de vérité. C'est le titre du nouvel ouvrage de Mekorema Zakari, professeur titulaire des universités à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. Une contribution de l'auteur pour réfléchir sur l'expérience démocratique amorcée au Niger au début des années 1990. Puis lors, jusqu'à aujourd'hui, bien qu'on est censé être dans un régime démocratique, on voit que l'essentiel qui est la tâche du développement économique et social reste toujours attendu. Alors je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le monolithisme, on a pensé que c'est la formule politique qui constitue un obstacle pour le développement économique et social. Là, nous sommes dans un cadre démocratique, mais on n'a pas beaucoup évolué. Alors cela m'a amené un peu à faire une sorte de rétrospective et d'analyse de ce processus, de son cheminement, depuis son avènement en 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai passé en revue tous les différents régimes et j'ai vu en fait que le grand problème, les institutions y sont, le cadre démocratique est formé, mais la grande question, à un moment il y avait un débat sur le type de régime, on disait que non, toute cette instabilité c'est lié au régime semi-présidentiel, il fallait aller dans un cadre présidentiel, on est allé, mais on n'est pas sorti de l'auberge comme on dit. Alors la grande conclusion à laquelle, à travers cette analyse, je suis parvenu, j'ai dit qu'aujourd'hui,
il y a nécessité de refonder la démocratie dans ce pays. Cet ouvrage est également un cri de cœur lancé à l'endroit du peuple nigérien et le politique pour qu'une démocratie véritable puisse être installée au Niger. Il faut refonder la démocratie, il faut faire une réflexion collective pour recadrer les choses si on veut réellement réussir. Et un autre aspect aussi, il ne suffit pas d'aller en démocratie, parce que le fait qu'on soit en démocratie ne veut pas dire qu'on est en développement. La démocratie ne rime pas forcément avec le développement, qui est d'abord une question d'hommes, des hommes engagés, prêts à relever ce défi, prêts à défendre l'intérêt général et non des intérêts particuliers ou partisans. Donc je pense que c'est ce type d'hommes-là qu'il faudrait que ce soit ce type d'hommes qui viennent à prendre en charge le processus pour recadrer et refonder un régime véritablement démocratique. L'expérience démocratique au Niger 1999-2016, ma part de vérité, est également un outil pour la jeunesse nigérienne de pouvoir s'informer sur les différents régimes que notre pays a connus depuis 1958. Conférence de presse ce matin au Centre national de la cinématographie du Niger, une conférence qui annonce la sortie très prochaine de la série télévisée dénommée Femmes Actuelles. Cette sortie est prévue pour ce samedi 3 février prochain au niveau de la Blue Zone. Résumé de cette conférence avec nos reporters Abdul Razak Hamidou et Abdul Nasser Seydou. Cette conférence de presse se tient en prélude à la sortie le samedi 3 février prochain à la Blue Zone de Niamey dans la salle de cinéma Canal Olympia de la série Femmes Actuelles du réalisateur Boubacar Djingarey Maïga. Plaise à Dieu, la sortie est prévue pour le 3 février prochain, Inch'Allah, au Canal Olympia, la Blue Zone, dont le prix est fixé à 5 000 francs CFA. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que l'événement est placé sous le haut-patronage de deux personnalités. Il s'agit notamment du ministre de la Renaissance culturelle, M. Asman Issa Malam, et du président de l'association des jeunes entrepreneurs, M. Kan Kadoure Habibou. Et toujours dans le cadre de l'organisation, nous avons des partenaires comme RTL Niger, le réseau des smartphones, que vous connaissez tous ici. Il y a l'agence Projet 10 Afrique, il y a l'agence Iman, il y a aussi Imprimerie Imba et l'agence Mougani. En tout cas, je remercie tous ces partenaires qui ont contribué, en tout cas vraiment dans le cadre vraiment du déroulement de la projection, de la cérémonie, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, le film est intitulé Femmes Actuelles. Femmes Actuelles, c'est un film qui parle de la femme nigérienne, précisément. C'est un film qui traite généralement, la base, c'est-à-dire l'idée du film même est venue sur plusieurs faits divers, en fait, qui sont déroulés ici même à Niamey, si je peux le dire. Voilà. Donc, si vous le constatez, à chaque fois quand on a des faits divers ici, toujours c'est la femme qui est indexée. La femme. Alors je me suis dit, en tant qu'artiste et réalisateur, il est de mon devoir aussi d'apporter ma contribution à travers mon art pour conscientiser un peu nos jeunes sœurs. Étaient aussi présents lors de cette conférence plusieurs acteurs de cette série qui appellent à une mobilisation massive. Venez quand même, j'aimerais pas tout déballer, je préfère que la personne puisse venir voir ce qui se passe réellement de l'autre côté au niveau de la Blue Zone. Toujours est-il que c'est un film d'actualité qui parle de la femme et qui parle des comportements vis-à-vis de son mari, de son foyer et tout et tout. Je suis femme actuelle, je suis femme citadine, je suis à Niamey, mais peut-être le rôle qu'on m'a donné, c'est pas moi. Sincèrement, c'est pas moi. Juste pour vous prévenir. C'est du cinéma, on peut tout jouer. Donc, une façon de dire aussi aux gens de venir voir la femme actuelle, ce dont la femme est capable. Parce que la femme là, quand elle est jalouse, elle est capable de tout. La femme, quand elle est jalouse, elle est capable aussi de trahir son mari. La femme, quand elle est jalouse, elle est vraiment capable du pire. Femme Actuelle est une série de 13 épisodes de 13 minutes et sortira ce samedi à la Blue Zone de Niamey à partir de 20h.
Et pour refermer cette édition, nous vous proposons un public reportage sur la tenue hier après-midi au niveau de la primature de la première session ordinaire du comité d'orientation du mécanisme de réponse immédiate. C'est un sous-projet du projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain, le PGRC2U. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Ici, les membres du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U, réunis autour du premier ministre-chef du gouvernement Brigitte Raffini, tiennent la première session ordinaire au titre de l'année 2018 du comité d'orientation du mécanisme de réponse immédiate MRI. L'ordre du jour des travaux a porté sur 3 points, à savoir examen, échange et approbation du bilan d'exécution du programme de travail et du budget annuel 2017. Examen, échange et approbation du programme de travail et du budget annuel 2018 et divers. Après une brève présentation du coordinateur national du PGRC2U sur les différents points précités, la parole fut donnée à l'assistance qui pour des suggestions, qui pour apporter des solutions suite aux différents constats. Vraiment, le ministère de l'élevage ne fait qu'appuyer sur la santé animale, sur donner des animaux valides, en bonne santé, qui seront vaccinés et désinfectés avant l'introduction. Mais normalement, les listes que nous avons mis, les coordonnateurs m'avaient montré, c'est vraiment la liste nominative par village, par lieu, des personnes impactées. Certains projets, au niveau des prévisions initiales, il y a eu des erreurs d'appréciation. Donc, ce qui a fait qu'on a surestimé la partie notamment de l'élevage. Mais quand on actualise les prévisions, j'ai l'impression qu'au niveau du total, ça reste le même. Parce que c'est une erreur où il y a une réallocation des ressources qui est faite entre les différents J'aurais voulu que dans la présentation, qu'on dise quand même la part de chacun des projets. Le PAC 3, il a contribué pour combien? Le PGCRDI, c'est vrai que c'est lui qui coordonne. Il a contribué pour combien? Le PRAPS et le PASEC. Tous ces projets ont contribué au MRI et ça va ressortir dans leur bilan financier, donc il va falloir quelque part dire ça. Le coordinateur Amadou Souleyman Saoudou, pour sa part, a apporté des réponses claires et précises aux différentes zones d'ombre. Et M. Blanc a dit que, disons, les contacts ont été déjà pris avec, avec l'université de Niamey, qui a commencé la production des vitroplans. Parce que ce qui concerne la production des plants de pommes de terre, en fait, c'est chez nous sur plusieurs étapes. Il y a la production des plants d'abord, on fait des vitroplans. Les vitroplans vont être produits ici. Comment dont Madame est en train de parler, c'est le financement qui avait été prélevé dans le cadre de l'urgence à DIFA. Pour ce qui concerne l'urgence à DIFA, on n'a pas activé le MRI parce que déjà, il y avait des projets qui interviennent dans la zone. Donc les activités pouvaient directement être, j'allais dire, modifiées pour prendre en compte en fait les activités urgentes pour ce qui concerne la région de DIFA. Donc pour le MRI, l'intégralité des fonds a été prélevée sur le PGRC. Et d'ailleurs, Madame la ministre du plan, peut-être qu'elle a oublié, elle a même envoyé une correspondance à la Banque mondiale pour demander à ce que ce montant-là puisse être restitué. Donc au niveau du PGRC. En récapitulatif, le premier chef du gouvernement Brigitte Raffini a félicité le PGRC2U pour les résultats positifs enregistrés dans ces différents domaines. Mon avis, il est tout à fait raisonnable que nous puissions engager la demande pour une couverture nationale, parce que toutes nos régions sont soumises à ces catastrophes, elles sont soumises en tout cas à tous ces aléas, et il est bon que le projet puisse avoir cette couverture nationale. Donc nous sommes d'accord pour engager, nous pouvons engager le coordinateur à engager le processus pour l'extension du MRI aux 2 autres régions qui restent, à savoir Zender et Maradi. On félicite le coordonnateur et son équipe pour le dynamisme dont ils font montre, pour les résultats obtenus et surtout les encourager à faire encore plus, à être encore plus vigilants parce que nous sommes dans le Sahel et nous sommes toujours soumis à ces catastrophes. Et ensuite, nos villes sont ce qu'elles sont. Elles méritent vraiment qu'on s'occupe un peu des aspects urbains pour les aider à avoir une meilleure image. Pour rappel, le MRI a été mis en œuvre par le PGRC2U à travers un financement de la Banque mondiale.
Ce mécanisme a vu le jour suite aux inondations de 2016 où le gouvernement a sollicité l'appui de la Banque mondiale pour venir en aide aux populations sinistrées des régions d'Agadez et de Tawa. A noter que le PGRCDU est le fruit de la coopération du gouvernement nigérien et de la Banque mondiale.